depuis les eaux les plus agitées du globe. C'est plus profond que la mer du Nord à certains endroits. Jusqu'au plus haut sommet. Aujourd'hui, si quelqu'un voulait construire une voie ferrée dans ces montagnes, on le prendrait pour un fou. Le chemin de fer a tout conquis. Quelle merveille d'ingénierie. C'est exceptionnel. Je suis sans voix. Quelle merveille. Sous l'impulsion d'ingénieurs audacieux, pour qui aucun obstacle C'est presque marrant. n'est insurmontable. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Je l'adore. Dans cet épisode, les trains face au monde aquatique. Des défis uniques. J'arrive pas à croire qu'ils aient construit cette ligne uniquement par bateau. C'est vraiment un train de l'impossible. Et des solutions ingénieuses C'est la voie ferrée la plus étrange du monde. Elle n'est pas faite pour n'importe quel train. qui rendent possible l'impossible. Ça fait 5 ans que je travaille sur cette structure et j'en connais les moindres détails. Superbe. Suite à leur expansion fulgurante au XIXe siècle, les chemins de fer sont devenus les principaux axes de transport du monde. Construits sur tout type de terrain, ils ont surmonté presque tous les obstacles dressés par la nature. Mais il existe un environnement qui reste leur bête noire. Certains des plus grands ingénieurs ferroviaires de l'histoire ont dû repousser les limites pour conquérir le monde aquatique. L'eau est très profonde par ici. Un tremblement de terre aurait des conséquences désastreuses. Brunel avait pour mission de relier le Devon au Cornouailles en passant par l'estuaire du Tamar. Un sacré défi. Il y avait environ 11 lacs de différents niveaux, ce qui posait problème. Lorsqu'ils affrontent un milieu aquatique, les chemins de fer peuvent se trouver face à un ou deux obstacles, comme des falaises abruptes ou de profondes vallées fluviales, et même des terrains instables ou des voisins exigeants. Sans parler d'une météo déchaînée. Mais parfois, les constructeurs ont droit à tout cela à la fois. Les célèbres collines vallonnées du Devon, au sud-ouest de l'Angleterre. Dans la première moitié du XIXe siècle, des ingénieurs furent confrontés à un défi apparemment impossible, celui de construire une voie ferrée à travers cette région onduleuse. Aujourd'hui, l'ingénieur Steve Hawkins prend de la hauteur pour observer ce que ses prédécesseurs ont dû affronter. Ça a un côté très pittoresque. On va de droite à gauche? Ouais. Au départ, il était prévu de créer de longs tunnels, et même des portions où les trains devaient être tirés par des cordes sur des pentes escarpées. Mais l'ingénieur du projet avait une idée audacieuse pour éviter complètement les collines. Cette ligne de chemin de fer est unique. Unique parce qu'elle passe au bord de la mer pendant 11 km. En longeant la côte, la ligne du South Devon reste au même niveau. Cette idée est née de l'imagination d'un ingénieur mythique, Isambard Kingdom Brunel. Mais la construction d'un chemin de fer en bord de mer s'est révélée être un défi de taille pour Brunel. Ce que les ingénieurs d'aujourd'hui ne savent que trop bien. Brunel a créé une partie de cette ligne il y a plus de 150 ans. Au quotidien, la hauteur et la puissance des vagues peuvent abîmer la voie ferrée. Les trains sont constamment exposés aux embruns. Cette portion du littoral est l'une des plus impitoyables d'Angleterre. En
2014, elle a été frappée de plein fouet. De puissantes vagues ont détruit la voie ferrée de Dawlish et des éboulements ont bloqué la ligne. C'est la principale infrastructure ferroviaire du sud du Devon et des Cornouailles. Elle sert au transport de marchandises et de passagers. Il est donc impératif de maintenir une circulation quotidienne pour nos clients. Malgré les digues, les tunnels et les enrochements utilisés pour protéger cette ligne, 150 ans après sa construction, les ingénieurs luttent constamment pour maintenir le chemin de fer de Brunel en état de fonctionnement. Lors de nos dernières inspections, on a remarqué une dégradation des filets. Aujourd'hui, il faudrait que vous vérifiez s'il existe des défaillances dans la structure. Assurez-vous que c'est toujours en bon état. C'est aux ingénieurs du 21e siècle de maintenir en vie le rêve de Brunel, datant du 19e siècle. On a installé 6 différents types de filets pour empêcher les éboulements de terrain de tomber sur la voie et faire dérailler les trains. Voilà la zone à risque. Tout est recouvert. On a mis des ancres de roche dans la paroi de la falaise et un filet entoure la pente pour la maintenir bien en place. On dirait que ça a déchiré les bords, non? Il n'y a plus de maillage. L'association du grillage, des barrières et des détecteurs de mouvement constitue une solution d'ingénierie qui montre que la vision victorienne d'Isambar Kingdom Brunel joue toujours un rôle majeur dans le réseau ferroviaire britannique actuel. Sur une autre partie du littoral, on met un point d'honneur à entretenir un autre tronçon extraordinaire de la ligne de Brunel, d'une façon qui lui aurait peut-être semblé plus familière. Après avoir conquis le milieu marin pour sa ligne principale du sud du Devon, Brunel voulait faire de même avec une ligne secondaire ambitieuse. La Dartmouth Steam Railway, conçue en 1857, relie aujourd'hui la ville balnéaire de Peyton à Kingswear et au pont naturel historique de Dartmouth. Tout est sorti? Ouais. Elle est aujourd'hui empruntée par un train touristique. Eh oui. Conduire une machine à vapeur, c'est tout un art. Ce qui permet de préserver ce tronçon de l'extraordinaire voie ferrée de Brunel. Longer le littoral de cette manière, c'est ce qui nous cause le plus de problèmes. Comme vous le voyez, on se trouve juste à côté de la mer. La paroi de la falaise est à 4,50 m. La ligne souffre beaucoup en hiver. Les conditions météorologiques ont des conséquences sur les techniques de conduite. En concevant cette ligne, Brunel avait l'intention de simplifier les choses au niveau de l'estuaire du Dart. Au départ, Brunel devait faire passer le chemin de fer à cet endroit, à Greenway, et lui faire suivre le fleuve. Il aurait traversé un viaduc dans la crique de Hallmill Creek, puis il serait arrivé au niveau de ce navire militaire et aurait continué jusqu'à Dartmouth. Mais les plans de Brunel furent contrariés par l'interdiction de construire un pont sur le fleuve. Ce qui conduisit à l'une des distinctions les plus étranges du monde ferroviaire. Brunel a dessiné et construit la gare de Dartmouth, qui se trouve dans le livre Guinness des records, parce que c'est la seule gare qui n'a jamais vu passer un seul train. Elle a été construite avant qu'elle ait reçu la permission pour la ligne. Il y avait donc une salle d'attente et une billetterie du côté de Dartmouth, alors que la ligne a dû passer de ce côté. Brunel dut dompter les obstacles naturels de cette zone. D'abord, en creusant dans les collines un long tunnel de 450 mètres. Et par la suite, en construisant un gigantesque viaduc en pierre de la même longueur au-dessus de la vallée. On a beaucoup de chance de travailler sur cette ligne. Les paysages sont absolument magnifiques. L'un des défis techniques à relever a été le transport des matériaux sur le site de construction du viaduc qui se trouve au milieu de nulle part. Il a donc déjà fallu énormément de travail simplement pour construire ce viaduc.
L'un des plus grands défis de Brunel est cependant quasiment invisible. Avant l'arrivée du train, toute cette zone autour de Godrington était un marais salant. La plage de Godrington, que nous voyons aujourd'hui, n'existait pas. Tout cet espace, jusqu'à 800 mètres à l'intérieur des terres, était un marais salant. La surface molle du marais engloutissait dans ses profondeurs toute voie ferrée et tout train le traversant. Ils ont dû construire une digue. Heureusement, ils avaient une grande quantité de déblais à leur disposition. Mais alors qu'ils essayaient de construire la digue, les déblais disparaissaient dans le marais salant. Brunel eut alors l'idée de faire passer des tuyaux d'évacuation sous le marais. En dessous de cette vallée se trouve toujours la tuyauterie d'origine de Brunel, qui draine le vallon depuis 1860. Ces travaux eurent une conséquence indirecte bien heureuse, la création de l'une des plages les plus populaires de la région. Monsieur Brunel, c'est exceptionnel. La ligne devint totalement opérationnelle en 1864. Et près de 160 ans plus tard, malgré les conditions difficiles, le chef-d'œuvre d'ingénierie le plus pittoresque de Brunel va toujours bon train. C'est absolument magnifique. Je ne suis pas très objectif, mais le trajet entre la côte et le fleuve Dart, qui est totalement préservé, est d'une beauté éblouissante. Ce que j'aime, c'est qu'on est complètement plongé dans l'histoire. Les machines à vapeur existent depuis 150, 160 ans. On préserve cette part de notre histoire. Certains de nos plus grands cours d'eau inspirent des solutions d'ingénierie uniques en leur genre. C'est la voie ferrée la plus étrange du monde. Elle n'est pas faite pour n'importe quel train. Afin de créer d'autres trains de l'impossible. Les chemins de fer défient l'eau, grâce à des prouesses d'ingénierie qui révèlent les secrets les mieux gardés de la nature. On a beaucoup de chance de travailler sur cette ligne. Les paysages sont absolument magnifiques. Mais certains cours d'eau mettent à l'épreuve les ingénieurs ferroviaires les plus expérimentés. Sur la côte sud-ouest du Royaume-Uni, l'ingéniosité technique d'Isambard Brunel avait conquis la plus grande partie de cet environnement aquatique indomptable. Mais un obstacle considérable se tenait encore sur son chemin. Pour que sa voie ferrée pénètre dans les Cornouailles, le comté le plus occidental d'Angleterre, il lui fallait traverser le fleuve Tamar. L'ingénieur Peter Cook travaille depuis 5 ans sur le pont conçu par Brunel. Brunel devait relever le défi d'amener le grand chemin de fer de l'ouest du Devon aux Cornouailles en passant par l'estuaire du Tamar. Mais le Tamar n'est pas seulement un cours d'eau large et profond. C'était également, et c'est toujours, une artère vitale pour la flotte de la Royal Navy basée à Plymouth. Ils ne pouvaient pas construire trop de piliers sur le fleuve parce que cela aurait gêné l'accès des bateaux militaires. La Royal Navy avait besoin de 30 mètres de hauteur pour que son plus haut navire puisse passer sous la structure. À l'époque, ils ne disposaient pas des techniques d'ancrage nécessaires pour construire un pont suspendu traditionnel. Brunel a donc eu l'idée de construire ceci. Superbe. Ça fait 5 ans que je travaille sur cette structure et j'en connais les moindres détails. C'est magnifique. Terminé en 1859, le Royal Albert Bridge fut la dernière grande réussite d'Isambard Kingdom Brunel. Un unique pilier au milieu de la structure soutient 2 travées de 139 mètres chacune. Toutes 2 couronnées d'arcs gigantesques en tubes de fer forgé. Ce concept est unique au monde.
Les deux travées ont été construites séparément. La travée du Devon a été construite sur le littoral du Devon et celle des Cornouailles sur le littoral cornouaillais, avant d'être amenée par flottage sur des péniches. Dans les années 1850, il n'y avait bien sûr pas de moteur diesel. Tout marchait donc à la vapeur. Quel exploit en matière d'ingénierie. C'est le meilleur pont du monde. Et il est doté de caractéristiques très astucieuses et innovantes qui permettent de surmonter les défis soulevés par l'estuaire et la Royal Navy. En réalité, il réunit 3 modèles de pont en un seul, dont aucun ne fonctionnerait sans les 2 autres. Dans un pont suspendu traditionnel, le poids du tablier est transféré par les chaînes et verticalement par les piliers jusqu'au soubassement. Le Royal Albert Bridge n'est pas un pont suspendu traditionnel, car dans les années 1850, on ne disposait pas des techniques nécessaires pour insérer les massifs d'ancrage indispensables au fonctionnement de ce type de pont. On se serait donc retrouvé avec une structure très instable, comme vous pouvez le voir. Les piliers auraient ployé sous le poids de la charge supportée par le tablier. Catastrophe. Pour empêcher cela, M. Brunel, dans sa grande sagesse, a ajouté un arc au sommet. La stabilité était renforcée. Les piliers étaient bien plus solides, mais le mouvement latéral restait le même, ce qui ne convient pas au train de passagers. M. Brunel a donc inséré des suspentes verticales reliant l'arc aux parties inférieures du pont. La structure se stabilisait déjà de façon significative. N'oubliez pas que cette construction date de 1850. C'était donc une incroyable prouesse technique. De nos jours, ce serait considéré comme un projet de taille. Sur le Royal Albert Bridge, il y a 11 suspentes dans chaque travée principale. Lors du passage d'un train, la charge est distribuée par les poutres bowstring le long de cet arc et descend le long de chaque pilier, permettant au train de traverser en toute sécurité depuis 150 ans. Une structure remarquable et unique. Alors qu'il se trouvait quasiment sur son lit de mort, Brunel insista pour traverser lui-même son dernier chef-d'œuvre. En mai 1859, il franchit le pont allongé dans un wagon ouvert conçu spécialement pour l'occasion. Il mourut à peine 4 mois plus tard. Ça fait 5 ans que je travaille sur ce pont, mais bizarrement, c'est la première fois que je prends le train pour le traverser. C'est très excitant. Et 150 ans plus tard, il accomplit toujours l'impossible. C'est probablement la plus belle structure jamais construite par Isambard Kingdom Brunel. J'adore ce pont, il est extraordinaire. C'est la meilleure construction du monde. Totalement unique. Des ingénieurs audacieux construisent des chemins de fer par-dessus des cours d'eau déchaînés. Mais certaines voies ferrées aquatiques défient toutes les attentes. L'expert Krzysztof Kowalczyk se trouve au nord de la Pologne, où, au milieu du 19e siècle, des ingénieurs ont décidé de construire une série de canaux pour relier le port d'Elblag à la riche région boisée d'Ostruda. Au XVIe siècle, les arbres de cette région coûtaient très cher, parce qu'il s'agissait de la meilleure matière pour fabriquer les mâts des navires. Mais un dénivelé de 100 mètres sur une longueur de 10 km se dressait comme obstacle à ce projet. Sur cette distance, avec cette différence de niveau, il aurait fallu construire 32 écluses sur 10 km. C'est beaucoup trop. Les écluses utilisent trop d'eau. C'est l'ingénieur prussien Georg Jakob Stenke qui dut trouver une solution à ce problème apparemment insurmontable. Aujourd'hui, le commandant Bartek s'apprête à rencontrer l'obstacle qui se tenait sur son chemin 150 ans plus tôt. On approche. Faut être prudent parce que c'est très étroit.
et à nous faire découvrir la solution extraordinaire de Stenke. C'est la voie ferrée la plus étrange du monde. Elle n'est pas faite pour n'importe quel train. Elle transporte les bateaux, les navires. C'est un système totalement unique au monde. Maintenant, on ne flotte plus, on roule. George Stenke a créé un chemin de fer capable de hisser les bateaux hors de l'eau et de leur faire monter et descendre des collines. Le wagon va nous transporter de l'autre côté de la colline. Il se compose de 2 voies ferrées parallèles, chacune soutenant un wagon capable de contenir un bateau de 30 mètres de long. Les 2 chariots sont reliés par un câble en acier sur roue. Ce wagon pèse 20 tonnes. Comme vous le voyez, ce câble doit être très solide, parce qu'il doit tirer un wagon avec un bateau, ce qui pèse environ 50 tonnes. C'est énorme. Ce sont les wagons d'origine. Cette solution pour relier les canaux est remarquable. Il y avait seulement des cales de lancement comme celle-ci et des collines sèches. Il y avait un canal là et l'autre 20 mètres plus bas. C'est une vraie réussite. Ce trajet de 10 km compte 5 voies ferrées pour bateaux, qui soulèvent les embarcations étape par étape jusqu'au sommet. Lorsque l'embarcation arrive et monte sur le wagon, un homme du bateau vient sonner la cloche. Comme ça, l'opérateur sait que le wagon est prêt. Quand tout est bon, l'opérateur sonne la cloche pour signaler à celui qui s'occupe de la machine qu'il peut y aller. Et ce n'est pas une machine ordinaire. C'est une roue à aube. C'est ça le moteur qui permet à ce système de tirer l'embarcation de 50 tonnes sur 20 mètres jusqu'au prochain canal. Le chemin de fer de Stenke exploite ingénieusement l'incroyable énergie du cours d'eau lui-même. Vous sentez comme ça vibre? C'est incroyable que ce bâtiment tienne encore debout, qu'il n'ait pas été détruit par cette vibration. Chacune de ces ailes peut contenir environ 1 tonne d'eau. Il y a toujours 3 ailes pleines, ce qui veut dire que 3 tonnes d'eau font tourner cette roue. Elle mesure environ 8 mètres de haut et 4 mètres de large. C'est la plus grosse roue à aube du monde. La roue est utilisée pour enrouler l'énorme câble d'élévation. Voici le cœur du système. Vous voyez ce tambour? Il s'agit d'un seul câble. Tout fonctionne grâce à la puissance de l'eau. Miracle! C'est remarquable. Chaque wagon est contrebalancé par un autre. Ils avancent tous les 2 simultanément dans des directions opposées. On s'apprête à passer de l'autre côté de la colline. Ce système ingénieux peut transporter le capitaine Bartek et son bateau par-dessus chacune des 5 pentes en seulement 30 minutes. On redescend doucement sur l'eau. On laisse le wagon derrière nous. Depuis son ouverture en 1860, ce système de halage a transformé la région. Il était désormais 5 fois plus rapide de transporter du bois de construction jusqu'au littoral. Et le canal d'Elblag est devenu l'une des plus longues voies commerciales de Pologne. Mais avec l'expansion du réseau routier, il est tombé en disgrâce jusqu'à l'intervention d'un homme visionnaire. Il s'appelait Adolf Tessler. Il a eu 8 enfants avec sa première femme et 8 enfants avec sa deuxième. Il devait donc trouver un moyen de gagner de l'argent. Il a eu l'idée de transformer cette ligne en attraction touristique. Il a construit un bateau pour les touristes et leur a fait découvrir le canal, ce qui était une excellente idée. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de touristes empruntent chaque année l'improbable chemin de fer pour bateau de George Stenke. Nous remercions George Jacob Stenke pour cette voie ferrée insolite. Elle est remarquable parce qu'elle est unique au monde et qu'elle fonctionne toujours.
Mais il existe des milieux aquatiques que peu d'ingénieurs ferroviaires osent affronter. On se trouve près d'une importante ligne de faille. Les tremblements de terre sont donc très fréquents. Et qui nécessitent des lignes de chemin de fer encore plus incroyables. L'eau oblige les chemins de fer à repousser leurs limites. Pour vaincre les éléments, les plus grands ingénieurs sont mis au défi. Quel exploit en matière d'ingénierie. C'est le meilleur pont du monde. Et certaines lignes de chemin de fer affrontent la Grande Bleue sans détour. Les ingénieurs du rail peuvent creuser des tunnels à peu près partout. Quel que soit le type de terrain, la place disponible ou ce qui se trouve au-dessus. Tant que rien ne bouge. C'est le problème qu'a dû affronter Istanbul en Turquie. Cette métropole antique se trouve à cheval entre l'Asie et l'Europe. Mais elle est coupée en deux par l'immense détroit du Bosphore. Pour les 15 millions d'habitants de la ville, ce gigantesque cours d'eau pose problème. Le passage d'une partie de la ville à l'autre a toujours été problématique. Les ponts ne peuvent pas supporter le volume du trafic. Il y a tout le temps des embouteillages. La ville a longtemps rêvé d'un tunnel ferroviaire pour faciliter la circulation entre les deux parties qui la composent. Mais comme l'ingénieur Atsushi Nishikori le sait bien, il est extrêmement compliqué d'effectuer des travaux sous ce cours d'eau. L'eau est très profonde ici, 61 mètres. Il y a de forts courants dans les deux sens. Il faut tenir compte du flux constant de bateaux. Mais il y a un problème en particulier qui rend ce chemin de fer sous-marin apparemment inconcevable. On se trouve près d'une importante ligne de faille. Les tremblements de terre sont donc très fréquents. Il est inenvisageable de creuser un tunnel dans une zone sismique. À cause de la profondeur et du débit très élevé de l'eau, il ne restait plus qu'une seule solution. Il fallait utiliser un tunnel à tube immergé. C'est la seule solution pour faire face à la profondeur de l'eau et au risque de tremblement de terre. Le tunnel Marmaraï allait devenir le tunnel à tube immergé le plus profond du monde. Une série de 1400 mètres de tubes en béton et acier préfabriqués passant sous le détroit du Bosphore. Personne n'avait jamais tenté d'immerger un tunnel à cette profondeur. Cette méthode n'est généralement utilisée que jusqu'à 60 mètres de profondeur. Mais nous, on a essayé d'aller jusqu'à 61 mètres. C'est une profondeur que personne n'a jamais atteinte auparavant. Chaque section du tunnel est transportée par flottage, puis immergée avant d'être reliée aux autres. Cette méthode de construction était ingénieuse, mais les tremblements de terre constituaient toujours un danger constant pour ce chemin de fer sous-marin. Un tremblement de terre aurait des conséquences désastreuses. La moindre fissure dans le tunnel provoquerait une énorme inondation qui pourrait le détruire intégralement. Isset Yüksel doit constamment surveiller une série de solutions d'ingénierie de pointe spécialement créées pour protéger le chemin de fer. Notre tunnel est bien équipé pour faire face à de gros tremblements de terre. Il y a de nombreux senseurs sismiques tout au long des deux sections du tunnel. Et l'ordinateur prend la décision de continuer normalement ou bien d'évacuer les passagers et le personnel. En cas de tremblement de terre, le tunnel est bien préparé. Toutes les sections du tube sont reliées par des joints d'étanchéité. Vous pouvez en voir un ici. Grâce à ces joints, la section reste flexible en cas de tremblement de terre.
Les 11 sections du tube sont reliées par un joint en acier et en caoutchouc. En cas de tremblement de terre, le tunnel peut se plier et se tordre sans casser. Ce tunnel flexible est crucial pour la réussite du projet. Mais si le pire se produisait, des pompes très puissantes entreraient en action. Enfin, les immenses vannes contre les inondations représentent la dernière ligne de défense de Marmaray. Au total, nous avons 4 vannes. 2 à Sirkeci et 2 dans la gare d'Ouskudar. Ce sont d'énormes vannes en acier contre les inondations. Chaque centimètre carré peut supporter 1 tonne de pression d'eau. Les portes sont très faciles à fermer s'il n'y a pas de train. Mais s'il y a un train, il faut suivre les procédures de fermeture. Ce sont nos dernières lignes de défense contre l'eau. Grâce à d'audacieuses techniques d'ingénierie, l'équipe d'Istanbul a créé un chemin de fer sous-marin capable de défier les tremblements de terre, permettant ainsi de se rendre d'un bout à l'autre de la ville et plus loin encore. Pour construire ce tunnel sous le Bosphore, nous avons dû surmonter de nombreux problèmes avant d'atteindre notre but. C'est le premier tunnel ferroviaire sous-marin du monde entre 2 continents. C'est un exploit dont nous sommes fiers. À l'avenir, je veux revenir à Istanbul et prendre le Marmaray pour voyager sous l'eau partout dans le monde. Certains ingénieurs ont trouvé des solutions ferroviaires d'une profondeur inédite. Mais la construction d'un pont sur des eaux déchaînées reste une tâche en apparence impossible. Le détroit de Palk, un bout de l'immense océan Indien situé entre le sud de l'Inde et le Sri Lanka. S'étendant sur près de 150 km à son point le plus large, il est parsemé de minuscules îles. Et pour atteindre l'une de ces îles, on emprunte l'emblématique pont de Pamban. C'est le premier pont maritime d'Inde. Il reste le roi des ponts indiens. Ouvert en 1914, ce pont en porte-à-faux long de 2 km relie Mandapam en Inde continentale à l'île de Pamban. Le pont de Pamban est une gigantesque structure qui a énormément facilité le trajet entre l'Inde et le Sri Lanka. Avant, il fallait effectuer un voyage exténuant en bateau. En plus de représenter un point d'entrée vers le Sri Lanka, Pamban abrite un important temple hindou. Il était donc crucial, mais pas facile pour autant, de créer une liaison permanente. Le pont de Pamban est un véritable exploit technique. D'abord, il couvre une distance de plus de 2 km. Ensuite, il a été construit sur la mer, qui peut être agitée et imprévisible. En plus, c'est un environnement extrêmement corrosif. Enfin, c'est une zone très venteuse, sujette aux cyclones. En 1911, c'est John Thorpe Lewis, ingénieur en chef de la Southern India Railway, qui prit en main ce projet. Face à un fond marin composé de récifs instables, il opta pour un pont léger en acier à travées multiples. Les 45 poutres du tablier furent livrées préfabriquées et transportées par flottage jusqu'à leur position, puis hissées sur les piliers. Et pour ne pas empêcher la traversée des bateaux, il installa un pont levant très ingénieux. Le pont levant, qu'on appelle aussi le pont Scherzer, est un pont basculant à double volet. Lorsque vous êtes sur un cheval à bascule et que vous vous penchez en arrière, l'avant du cheval se soulève. On a appliqué ce principe-là au pont. Chaque volet du pont se lève grâce à un système de contrepoids. En remontant, elle pivote sur sa base incurvée. Les poids prennent le relais et le pont s'ouvre pour laisser passer les bateaux. Cet ingénieux concept le rend très simple d'utilisation. On peut ouvrir ce gigantesque pont à la main. Ce que je trouve fascinant, c'est que 100 ans après sa construction, on utilise toujours la même méthode et qu'elle fonctionne toujours.
La construction de n'importe quel pont dans cet environnement est difficile, mais la construction d'un pont levant est un exploit monumental. Aujourd'hui, ce pont ferroviaire demeure le deuxième pont maritime le plus long du pays. Il a survécu à la mousson, aux cyclones et aux ravages de la mer. Le fait que le pont de Pamban tienne depuis si longtemps témoigne de deux faits incroyables. D'abord, il est extrêmement solide. Ensuite, il est très bien entretenu. C'est un milieu extrême et les ingénieurs ont fait preuve de beaucoup de courage en choisissant de construire un pont ici. Mais certains environnements aquatiques ne sont pas faits pour les âmes sensibles. Pour moi, cette voie ferrée est l'un des plus grands défis ferroviaires du monde. Elle est remarquable. Et requiert des innovations incomparables en matière d'ingénierie ferroviaire. L'eau. Le plus grand adversaire du chemin de fer, inspire de formidables solutions techniques pour maintenir les trains sur la voie. C'est une profondeur que personne n'avait jamais atteinte auparavant. Mais certains problèmes dus au monde marin requièrent des solutions extraordinaires. Les Cinque Terre sur la Riviera italienne. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est composé de 5 villages antiques accrochés à des falaises presque verticales surplombant la mer Méditerranée. En italien, cinque veut dire 5 et terre, terre. Cela comprend les villages de Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola qui se trouvent derrière moi et Rio Maggiore. Les villages se trouvent à environ 12 km de distance. Ça ne semble pas énorme, mais le chemin pour effectuer le trajet à pied est extrêmement escarpé. Pendant des siècles, ces communautés ont été coupées du reste du monde et leur isolement se ressent encore aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, il était très difficile d'aller d'un village à un autre parce qu'il fallait effectuer le trajet à pied ou en bateau, ce qui dépend toujours des conditions météorologiques et maritimes. Les mariages au sein d'un même village étaient fréquents. Lorsque je suis arrivée pour épouser mon mari originaire d'ici, une vieille dame m'a dit « Ah, vous apportez du sang neuf ?» À la fin du 19e siècle, des ingénieurs audacieux voulurent relier les villages par une voie ferrée. Mais la construction d'une ligne de chemin de fer sur le littoral escarpé de la Ligurie n'est pas tâche facile. Depuis que l'homme vit dans cette région, la mer lui pose des problèmes, car c'est un élément naturel imprévisible. Le relief est incroyablement accidenté. Au lieu de collines vallonnées, nous avons des falaises qui s'effritent, ce qui rend la vie un tout petit peu plus difficile qu'ailleurs dans le monde. En 1875, un groupe de courageux ingénieurs acheva ce qui semblait impossible. Le chemin de fer des Cinque Terre. Une voie ferrée longue de 44 km, taillée dans la falaise, qui allait enfin relier les 5 villages. Il fallait beaucoup de courage et un brin de folie pour construire une ligne de chemin de fer ici, dans les Cinque Terre. C'est une région extrême. Il y a la mer, les falaises, l'érosion, le gros temps. Pour protéger la nouvelle ligne de chemin de fer de la falaise érodée par les tempêtes et des eaux imprévisibles, il n'y avait qu'une seule solution. Lorsqu'ils ont construit la ligne, les ingénieurs ont essayé de longer le littoral, mais ils ont été obligés de creuser des tunnels. Cette voie ferrée de 44 km compte pas moins de 51 tunnels pour un total de 28 km, tous forés et dynamités à la main. Grâce à cet ambitieux concept, la ligne de chemin de fer a résisté au passage du temps. Aujourd'hui, c'est au tour de Luca D'Angelo et son équipe de l'entretenir. Salve, molto piacere, Luca D'Angelo. Ok, ti ringrazio, Fabrizio. On se trouve au-dessus du Monte Rosso. On travaille sur plusieurs endroits entre Monte Rosso et Vernazza. On va faire des travaux de drainage pour protéger notre tunnel de l'eau qui descend des montagnes.
Il faut livrer ces barres en acier qui sont très lourdes. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas vraiment les porter à la main en passant par le sentier. Pour livrer des matériaux lourds sur un chantier au sommet d'une falaise, les ingénieurs se transforment en héros de films d'action. On utilise souvent un hélicoptère pour travailler. J'arrive pas à croire qu'ils aient construit cette ligne uniquement par bateau. C'est complètement dingue. Je trouve cette voie ferrée absolument incroyable. Même si elle est composée en grande partie de tunnels, quand le train sort à l'air libre, c'est magnifique. C'est un tunnel artificiel, créé au début de la construction de la ligne. On voit le train passer à travers ses fenêtres. Ils ont dû faire passer presque toute la voie ferrée sous des tunnels, pour éviter que les rochers tombent dessus. L'équipe s'occupe petit à petit de recouvrir les quelques zones qui restent vulnérables aux éléments. On se trouve au-dessus d'un pont. Pour protéger la voie entre ces deux tunnels, on a dû construire une structure en acier avec des piliers et des blocs en béton. Comme vous le voyez, il y a des rochers qui tombent, mais pas seulement. Il y a aussi des inondations depuis le sommet de la montagne. Mais les tunnels eux-mêmes restent sensibles aux ravages de la nature. Certains ont été fermés et remplacés, et les autres sont protégés par un système complexe d'évacuation des eaux pour dévier l'eau de la mer et les débordements des rivières qui se trouvent au-dessus. Mais il existe des catastrophes naturelles auxquelles personne ne peut se préparer. Le 25 octobre 2011, il y a eu une terrible inondation à Vernazza. Le village était absolument méconnaissable. C'est pas vrai. La boue est montée jusqu'au premier étage des bâtiments. Des riverains ont perdu la vie. Le village a été totalement dévasté. On se serait cru dans une zone de guerre. La gare ferroviaire de Vernazza a été recouverte de gravats, tout comme le tunnel qui reliait les villages. On ne pouvait atteindre ces villages que par les airs ou par bateau. Des pluies torrentielles avaient fait déborder les rivières, entraînant les débris des vignobles cultivés en terrasse dans les chenaux d'évacuation. Une fois les chenaux bouchés, la ville et la voie ferrée se sont retrouvées sous les eaux. Luca et son équipe intrépide s'assurent que cela ne se reproduise plus jamais. On est au-dessus du tunnel. On va construire une structure protectrice parce que, comme vous le voyez, on a un chenal qui passe sous le tunnel. En 2011, lors des inondations, des énormes rochers ont bloqué le chenal, ce qui a provoqué l'inondation du tunnel. La ligne a été fermée pendant presque une semaine. Aujourd'hui, on va protéger notre infrastructure pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. C'est un travail essentiel. Et on prévoit d'effectuer plein d'autres travaux de ce genre, en utilisant l'hélicoptère, évidemment. Comme vous le voyez, c'est le seul moyen d'apporter du matériel jusqu'ici. Aujourd'hui, le chemin de fer des Cinque Terre est utilisé par les riverains et par les touristes, et reste le meilleur moyen d'explorer cette région du monde spectaculaire. Nous nous trouvons actuellement dans l'un des 51 tunnels de la ligne. De temps à autre, on aperçoit le bord de mer, parfois le village. On est juste au bord de l'eau. Je me souviens de la toute première fois que j'ai pris le train des Cinque Terre. J'étais dans le tunnel, puis j'ai eu un aperçu du paradis. C'est absolument magnifique. Et Luca continue de soutenir le travail des ingénieurs
qui ont osé construire cette voie ferrée il y a des années. Pour moi, cette voie ferrée est l'un des plus grands défis ferroviaires du monde. Les ingénieurs ont été confrontés à de nombreux problèmes, d'ingénierie, de conception, mais aussi de construction. Ils ont fait un super boulot. C'était un incroyable défi. Cette ligne durera éternellement. Depuis les prémices du chemin de fer, l'eau s'est montré son plus féroce opposant. Des solutions audacieuses. Il a fallu relever de nombreux défis, notamment celui de longer la côte. Mais heureusement qu'ils l'ont fait, car on profite aujourd'hui d'une ligne magnifique. Et des prouesses techniques inédites. C'était un travail très difficile. Un grand nombre d'ouvriers et d'ingénieurs ont pris part à ce projet. Les meilleurs ingénieurs du monde à l'époque ont permis de construire les trains de l'impossible. L'eau est le plus grand adversaire des chemins de fer. Mais grâce à de remarquables moyens techniques, nos trains peuvent affronter cet obstacle avec beaucoup d'ingéniosité.